Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je salue bien cordialement toutes celles et tous ceux qui nous écoutent présentement. Je m'appelle Michel Fleury et je viens vous présenter pour le site Le Média de l'Histoire une chronique sur l'histoire de l'esclavage des Noirs déportés d'Afrique et transportés de force jusqu'aux colonies d'Amérique. Je vais vous présenter certains faits historiques qui ont été volontairement ou non écartés des programmes d'enseignement de nos pays et surtout d'Haïti. Si je parle principalement d'Haïti, c'est parce que la grande majorité des Haïtiens n'ont pas accès aux bibliothèques, n'ont pas les moyens financiers de se procurer les livres d'histoire et qu'ils ont un accès limité à l'Internet. De ce fait, ils n'ont aucune idée des souffrances et des misères que les bourreaux européens ont infligées à nos ancêtres durant plus de 300 ans d'esclavage sur l'île de Saint-Domingue qui deviendra Haïti. Les nombreux documents datant de l'époque coloniale et confirmant la réalité de ces souffrances peuvent être consultés facilement. On les trouve dans les bibliothèques publiques et universitaires, sur Internet, dans des ouvrages disponibles en librairie. Parfois, j'entends des Haïtiens affirmer que nous avons pris notre indépendance trop tôt ou que nos ancêtres ont signé un pacte avec le diable pour gagner la guerre de l'indépendance. La seule explication, c'est parce qu'ils ignorent les mauvais traitements infligés aux Noirs par les colons européens. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques faits historiques que j'ai trouvés en fouillant dans les livres d'histoire. J'espère que celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la vraie histoire des tribulations de nos ancêtres sur la terre de Saint-Domingue ou qui l'ont oublié en prendront conscience en regardant cet épisode. Vous serez dès lors en mesure de choisir soit la culture de vos ancêtres africains, soit celle des colons qui les ont sacrifiés et torturés, tout en leur imposant la culture européenne. Pierre de Vessières identifie dans son livre intitulé Saint-Domingue, la société et la vie créole sous l'Ancien Régime, 1629-1789, les pays où les Noirs étaient capturés en Afrique et déportés vers les colonies comme esclaves, notamment le Sénégal, l'île de Gorée, la Gambie, le Bénin, l'Angola, Saint-Paul de Luanda. En lisant le décret du Conseil d'État du 31 juillet 1767 qui autorisait les amateurs et les commerçants à vendre les Noirs d'Afrique comme esclaves, nous voyons clairement le genre de maltraitance, d'abus et de châtiments de toutes sortes auxquels il fallait s'attendre. C'est dans l'enfer ainsi créé que la colonie de Saint-Domingue et les autres îles des Antilles allaient recevoir des centaines de milliers de Noirs importés comme des bestiaux pour travailler dans les usines et les plantations. Dès la capture des esclaves en Afrique, les trafiquants les enfermaient dans des constructions appelées troncs à l'époque. Ils les enchaînaient les uns aux autres et les empaquetaient comme des sardines dans des boîtes de conserve. Ils avaient juste de quoi manger pour ne pas mourir avant l'embarquement et devaient faire leurs besoins sur place. L'endroit était insalubre et il y régnait en permanence une puanteur sans égale. De Vessières soutient qu'aucun Européen n'aurait pu y séjourner plus d'un quart d'heure sans perdre connaissance. C'est dans ces conditions que nos ancêtres étaient enfermés avant leur départ pour la colonie. Entre les conditions de vie dans les troncs et celles des cales des bateaux négriers, il n'y avait pas de différence. C'était la même chose, la même misère. Les misères endurées durant la traversée de l'Atlantique sont suffisamment connues pour que nous n'ayons pas à nous y attarder. Dans le livre The Substance of the Evidence on the Slave Trade, qui pourrait se traduire par l'essentiel de la preuve relative à la traite des Noirs, l'auteur fait état de témoignages alarmants émanant du capitaine Leloup ainsi que d'autres capitaines et négociants français. Ces derniers lui ont expliqué que lorsque des négriers français étaient retenus par un temps calme ou des vents contraires, ils risquaient la pénurie et empoisonnaient les esclaves pour s'en défaire. Plus horrible encore, M. Darglense, élève commissaire de la marine
affirme dans une lettre avoir vu de ses yeux le capitaine d'un navire négrier tuer en partie sa cargaison pour pouvoir nourrir les survivants de la chair de leurs congénères. Mentionnons aussi que les suicides et les tentatives de soulèvement étaient monnaie courante. Malheureusement, elles n'ont pas toutes réussi et les trafiquants ont redoublé de sadisme en torturant beaucoup plus les survivants. Il y a eu aussi des rébellions passives, comme des grèves de la faim entamées par les esclaves qui désiraient mettre fin à leur jour. Quand ces cas se produisaient, certains capitaines faisaient rompre à coups de barres de fer les bras et les jambes des plus entêtés et les laissaient exposés au regard de leurs compagnons. Vous pouvez imaginer maintenant avec quelle cruauté étaient réprimées les révoltes à main armée. Jean Massillac rapporte dans son livre de Morlac ce qu'un capitaine a fait subir à ces Noirs en 1724. Il en condamne 2 à mort. Le premier est égorgé devant les autres. Le capitaine lui fait arracher le cœur, le foie et les entrailles, ordonne de les partager en 300 morceaux et contraint chacun de ses esclaves à en manger un. De plus, il menace du même supplice ceux qui refuseraient. La deuxième victime était une femme. Elle est d'abord suspendue à un mât et fouettée jusqu'au sang. Puis elle est découpée en morceaux jusqu'aux os avant d'expirer. Après un voyage extrêmement difficile et pénible pour les ancêtres, le bateau arrive dans la colonie et les débarque sur la terre, cette terre inconnue. Alors, ils sont vendus à des colons européens qui vont les faire travailler comme esclaves dans les plantations de café, de canne à sucre, dans les usines sucrières, etc. La première chose que fait le colon, c'est de marquer l'esclave au fer rouge comme un animal, avec ses initiales ou celles de sa plantation, pour bien montrer que ce bien lui appartient. Ensuite arrive un interprète qui explique à l'esclave ses devoirs envers le maître. Enfin, arrive le missionnaire, le fameux missionnaire, qui vient pour lui inculquer les principes de la religion, pour lui faire oublier ses croyances, sa culture. La conversion par la force avait commencé. Le maître avait 1 semaine pour faire baptiser son esclave, même quand les colons et l'Église disaient que l'esclave était une bête, un animal qui n'avait pas d'âme. En fin de compte, le colon avait tout pouvoir sur l'esclave, avec droit de vie et de mort. Jean-Baptiste Labat, alias Père Labat, nous explique dans son livre Nouveau voyage aux îles comment on procédait pour marquer un esclave. L'étampe, dit-il, est faite d'une lame d'argent mince qui est jointe à un petit manche. On fait chauffer l'étampe sans la laisser rougir. On frotte l'endroit où l'on veut appliquer avec un peu de suif ou de graisse. On met dessus un papier huilé ou ciré et on applique l'étampe dessus. La chair s'enfle aussitôt et la marque reste imprimée dans la peau à tout jamais, sans qu'il ne soit plus possible de l'effacer. Nouveau voyage aux îles 1742, tome 7, page 200. De l'Afrique à la colonie, nous avons pu voir la cruauté des Européens envers les Noirs. Durant toute la traversée, nos ancêtres ont été maltraités, torturés, et une fois arrivés dans la colonie, leur souffrance ne faisait que commencer. Tous ces faits ne sont que quelques exemples consignés dans des documents historiques qui existent par milliers. À la lumière de ces informations, il est presque impossible de comprendre qu'un descendant d'esclaves puisse même insinuer qu'Haïti a pris son indépendance trop tôt. Impossible aussi de comprendre que cet individu soit encore empêtré dans les croyances religieuses de ses anciens bourgs. Sommes-nous donc des ignorants instruits pour ne pas comprendre et ne pas apprendre à réfléchir? Il incombe aujourd'hui à l'école de revenir à l'enseignement de l'histoire pour conscientiser les générations montantes. Il faut leur apprendre à réfléchir au lieu de les obliger à apprendre des leçons par cœur. Nos jeunes doivent savoir et comprendre ce que les colons européens ont fait subir à leurs ancêtres. Je termine cette première partie par les paroles d'une belle chanson folklorique haïtienne.
La tibonite, c'est un de l'eau qui jambe maman li, qui pas traversé papa li. Étranger, ba ou dan li pa ba ou kel li. Ce qui veut dire à peu près ceci. L'Artibonite est un cours d'eau qui coule au travers de sa mère, mais ne traverse pas son père. L'étranger vous montre ses dents en souriant, mais il ne vous donne pas son cœur. Je souhaite sincèrement que la nouvelle génération comprenne bien que les étrangers ne sont pas et ne seront jamais nos amis. Jamais ils ne nous ont aimés et jamais ils ne nous aimeront. Si cette vidéo vous a plu, mettez-y un pouce vers le haut. Partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir pour une prochaine émission.